Salut à tous. Avant d'en venir à la Chine, la première chose à comprendre est la question plus profonde de savoir qui prend réellement les décisions dans les coulisses à Washington. Le problème n'est pas seulement de savoir si les élus détiennent officiellement le pouvoir. La question plus difficile est de savoir quelle influence ils exercent vraiment une fois qu'ils entrent dans un système enraciné, entouré par l'argent, les institutions, les pressions des entreprises, les réseaux de renseignement et les factions politiques qui façonnent la politique américaine depuis des générations. Cette inquiétude est devenue impossible à ignorer à l'ère Trump. Les promesses faites par Trump avaient créé un certain niveau d'attente chez beaucoup de gens au départ, mais la réalité de ce qu'est devenu l'administration a profondément frustré nombre d'entre eux. Le point essentiel n'est pas que le président ne prend aucune décision, ni qu'une force cachée prend toutes les décisions. La réalité est plus complexe. Le pouvoir se situe quelque part au milieu, et l'équilibre semble pencher de plus en plus loin du leadership élu vers des intérêts enracinés qui opèrent dans les coulisses. Dans l'orbite de Trump, même la déception se vend comme un produit de campagne, emballé dans des slogans, défendu à la télévision.
peu pour influencer l'Iran afin qu'il soit plus ouvert à des possibilités réalistes, mais que les États-Unis doivent aussi l'être, et Trump ne semble pas prêt à cela. La ligne publique peut sonner comme de la coopération, tandis que le message privé pourrait ressembler davantage à « félicitations, vous l'avez cassé, maintenant cessez d'appeler ça un accord ». Dans ce type de conversation, Trump et son entourage pourraient avoir peu de choses à dire que Xi accepterait. La présence d'Elon Musk ressort également, surtout compte tenu de sa visibilité dans les vidéos autour de la rencontre, marchant avec son téléphone cellulaire pendant que les gens le suivaient. La question de savoir si Musk devrait être la principale figure dans les coulisses à tirer les ficelles en est une autre, mais le véritable résultat de la rencontre restera probablement caché. On ne pourra peu être l'évaluer qu'indirectement, par exemple selon le degré de colère de Trump pendant le vol de retour ou selon son comportement par la suite. Le véritable échange ne sera probablement pas pleinement connu. Dans la diplomatie à la Trump, l'ambiance dans l'avion en dit parfois plus que le communiqué, ce qui n'est pas exactement une norme rassurante pour la stabilité mondiale. Une autre possibilité est que dans les coulisses, Xi ait dit à Trump qu'il ne pouvait pas faire grand-chose au sujet de l'Iran, mais qu'il pouvait lui fournir un soutien politique en déclarant publiquement que l'Iran ne devrait pas posséder l'arme nucléaire et que le détroit d'Ormuz devrait rester ouvert. Il est aussi possible que Xi tente indirectement d'entraîner les États-Unis dans la guerre. Si l'Empire est déjà en train de se faire du tort, de s'affaiblir et de se dévorer lui-même, la Chine peut voir un intérêt à laisser ce processus se poursuivre sans action directe chinoise. Dans cette lecture, la position publique de Xi devient presque un piège. Il peut dire que l'Iran ne devrait pas posséder l'arme nucléaire, que le détroit doit rester ouvert et que personne ne devrait imposer de frais. Trump pourrait alors interpréter cela comme un soutien et avancer vers une nouvelle action militaire, affaiblissant encore davantage les États-Unis. Pendant ce temps, la Chine pourrait continuer d'envoyer des armes à l'Iran par l'intermédiaire de pays tiers, comme le suggère le reportage de The New York Times. C'est possible, même s'il serait surprenant que les États-Unis tombent simplement dans le panneau. Cela dit, le camp Trump a souvent traité le langage flatteur comme une confirmation stratégique, ce qui est pratique jusqu'à l'arrivée de la facture. Cela dit, Xi n'est probablement pas le type de dirigeant qui croit qu'une telle cocotte-minute pourrait être entièrement contrôlée par la Chine. Il comprend probablement que la pression pourrait rebondir sur Pékin. Pour cette raison, il est plus susceptible de pécher par prudence que par accélération délibérée. Même un éléphant mourant peut écraser beaucoup d'herbe. La Chine peut être loin, mais un éléphant mourant peut encore causer d'immenses dégâts. Xi sera donc circonspect. Le reportage de The New York Times sur le passage d'armes chinoises vers l'Iran par l'intermédiaire d'autres pays est probablement vrai parce que cette information circule aussi ailleurs. La question est de savoir ce que Trump fera lorsqu'on lui montrera l'article. Il pourrait publiquement parler de fausses nouvelles, mais il est aussi susceptible de poursuivre les personnes qui ont fait fuiter l'information parce que la fuite semble venir de l'intérieur de l'administration, probablement de cercles liés au renseignement national et pourrait avoir visé à saboter la rencontre. Le rituel est familier, nier bruyamment l'histoire, traquer discrètement le messager et espérer que le problème de fond se perde dans les applaudissements enregistrés. La question de savoir si la guerre reprendra ne peut pas être résolue avec certitude, mais d'un point de vue militaire, et à partir d'une compréhension du comportement de Trump au fil de ses années au pouvoir, la direction semble dangereuse. Il y a quelques semaines, une reprise de la guerre aurait pu sembler presque impossible. Mais les développements depuis, sur plusieurs fronts, y compris la conduite de Trump, rendent la situation de plus en plus inquiétante. Les États-Unis font aussi entrer des alliés dans la région, même s'ils ne sont pas particulièrement redoutables. La Grande-Bretagne arrive avec des avions importants. En même temps, les développements entre l'Allemagne et la Pologne soulèvent d'autres questions stratégiques. La Pologne a parlé, avec l'Allemagne à l'écoute, et Mers à proximité, de devenir la nouvelle destination des troupes américaines quittant l'Allemagne. Du point de vue d'un leadership polonais raisonnable, cette idée est alarmante. La Pologne
n'a pas besoin de troupes américaines sur son sol de cette façon. Elle doit gérer ses relations avec la Russie et l'Allemagne, et une présence militaire américaine accrue pourrait nuire aux relations que la Pologne doit développer avec les deux. L'histoire de la Pologne est dominée par l'Allemagne et Moscou, mais importer des forces américaines n'est pas nécessairement une solution. Pour l'instant, certains signes indiquaient que Washington pourrait ne pas le faire, ce qui serait peut être une décision raisonnable, mais la question mérite d'être surveillée. Puis est arrivé un reportage de Kan News en Israël. Des responsables israéliens et américains ont déclaré que de hauts officiers des forces de défense israéliennes et du commandement central des États-Unis avaient eu des discussions au cours de la dernière semaine en attendant la décision de Trump sur l'Iran après sa visite en Chine. Une option discutée incluait des frappes ciblées contre les infrastructures énergétiques et les installations pétrolières iraniennes. Ce reportage est particulièrement troublant parce qu'il est arrivé juste après que la Chine a dit qu'elle achèterait davantage de pétrole aux États-Unis. Si la Chine cherche plus de pétrole américain, c'est peut-être parce que Pékin s'attend à ce que le détroit d'Ormuz reste fermé plus longtemps ou à ce que les infrastructures énergétiques du Golfe soient frappées. Si la guerre reprend et que les États-Unis ou Israël commencent à frapper les infrastructures énergétiques et pétrolières iraniennes, l'Iran ripostera presque certainement en frappant les infrastructures énergétiques du Golfe. Cela rendrait le pétrole et le gaz naturel liquéfié américain plus importants pour la Chine comme solution de rechange. Ainsi, le Grand Accord pourrait aussi être une police d'assurance contre l'incendie sur lequel Washington contribue à verser de l'essence. Du point de vue de la planification militaire, c'est exactement ainsi que la situation serait évaluée. Si Xi Jinping ou son chef d'état-major militaire regardait ce scénario, il voudrait des approvisionnements de secours pour au moins 6 mois à 1 an. Les États-Unis disposent de beaucoup de pétrole et de gaz naturel liquéfié, donc conclure un accord avec Washington aurait du sens si la Chine voit une perturbation énergétique dans le Golfe comme une possibilité réelle. Cette possibilité est terrifiante. Même ainsi, il est peu probable que la Chine abandonne complètement l'Iran. Abandonner l'Iran signifierait abandonner l'un des éléments les plus importants de la stratégie terrestre de la Chine, la voie ferrée du Sud et tous les plans qui y sont associés. Cette route pourrait être aussi importante que toutes les autres combinées, parce qu'elle relie les ports chinois du Pacifique au cœur de l'Europe, du Caucase, de l'Asie centrale et des régions situées entre les deux, y compris l'Iran, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. C'est une vieille route, vieille de 1000 ou 1200 ans, à l'époque où les empires maritimes imposaient des frais tellement élevés que les puissances devaient trouver des alternatives terrestres. Cette route est historique et elle a aussi été importante pendant la Seconde Guerre mondiale, peut être aussi importante que Mourmansk pour ravitailler l'Union soviétique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Stalingrad a pu tenir. Historiquement et stratégiquement, cette route est extrêmement importante. Pour cette raison, il n'existe aucun scénario logique, surtout compte tenu de la pensée chinoise à long terme, dans lequel Pékin abandonnerait véritablement l'Iran. La Chine pourrait donner temporairement l'impression de le faire, mais dès que les choses se calmeraient, elle y reviendrait. Si la guerre reprend, l'opération pourrait inclure tout ce qui précède: puissance de feu massive, ciblage des infrastructures énergétiques, peut être une frappe de décapitation et d'autres mesures qui ne sont pas encore discutées publiquement. La décision pourrait être imposée à l'Iran si les États-Unis et Israël croient que l'Iran construit des ogives nucléaires sous terre. Si l'Iran travaille dans des installations souterraines à adapter des ogives à des missiles, à placer de la matière fissile dans des ogives et à appliquer ce qu'il a appris de la Corée du Nord, alors ce serait le point de rupture. Rien ne dit stratégie prudente comme transformer chaque tunnel inconnu en raison d'élargir la guerre. La crainte est que l'Iran ait déjà maîtrisé une grande partie de cela sur ordinateur et qu'il soit en train de passer à la fabrication concrète avec les mains dans le métal, le plastique et la construction de plusieurs ogives nucléaires dans des chambres souterraines. Si c'est le cas, cela déclencherait probablement une action.
L'Iran pourrait sortir de là avec plusieurs armes nucléaires, comme l'a fait la Corée du Nord. La Corée du Nord est sortie avec 6, puis 12, puis 18 armes très rapidement, et en l'espace d'environ un an, elle s'est approchée d'environ 50. L'Iran a appris des Nord-Coréens. La Corée du Nord était présente à l'époque où le réseau Akukan faisait l'objet d'enquêtes et de perturbations. Ce réseau a contribué à diffuser des connaissances et du matériel nucléaire vers un certain nombre de pays musulmans et d'autres États, la Libye de Kadhafi étant l'un des cas les plus importants à l'époque. Le flux d'approvisionnement provenant de nombreux pays, y compris l'Allemagne, a finalement été arrêté. L'Allemagne comme État n'était peut-être pas consciente, mais certaines personnes là-bas fournissaient les matériaux nécessaires à la fabrication d'armes. La Corée du Nord a aussi reçu ces connaissances. La Corée du Nord et l'Iran ont également bénéficié de scientifiques soviétiques laissés à eux-mêmes après l'effondrement lié à Gorbatchev. Ces scientifiques avaient autrefois de bons salaires, des dachas, des voitures et des vies stables. Soudainement, ils sont devenus pauvres et beaucoup sont allés en Corée du Nord, en Iran et dans d'autres endroits intéressés par les armes nucléaires. Le savoir est là, les gens sont là. Il n'en faudrait pas beaucoup pour construire 12 ou 13 bombes assez rapidement. Contre Israël, qui est petit et représente le principal problème et la principale cible de l'Iran, il n'en faut pas beaucoup. Ali Hachem d'Al Jazeera, qui a rapporté les exigences iraniennes et qui se trouvait en Iran avant de retourner au Liban, avait interviewé le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a suggéré que, après cette guerre, l'Iran pourrait accélérer ses efforts pour obtenir l'arme nucléaire. La logique est simple, l'Iran croirait qu'une arme nucléaire est la seule véritable dissuasion après avoir été attaqué. Cela correspond à la crainte que l'Iran travaille déjà là, dessus, sous terre, dans les mêmes installations ou dans des installations similaires à celles qui ont été bombardées mais non détruites. Channel 12 avait précédemment rapporté qu'Israël croyait ne pas pouvoir détruire militairement environ 90% de ses installations. Si c'est vrai, alors à moins d'une opération terrestre massive à l'intérieur de l'Iran, l'Iran possède probablement à la fois la volonté et la capacité de développer une arme nucléaire sous terre. Cela pourrait maintenant être presque inévitable. Le général Wesley Clark aurait également exprimé la même évaluation, affirmant que l'Iran a maintenant plus que jamais la volonté de développer une arme nucléaire et qu'il a la capacité de le faire. Ted Postol a évalué la probabilité à 60 à 80%. C'est une estimation très forte. Cela fait apparaître la guerre non seulement comme terrible et stupide, mais comme désastreuse dans ses conséquences, et elle ne peut être même pas terminée. C'est la partie qui ne tient jamais sur une pancarte de campagne. Quand la pression maximale produit l'incitation maximale pour exactement ce qu'elle prétendait empêcher. Le rôle du Golfe dans la guerre reflète le chaos des anciens pays du Conseil de coopération du Golfe et du monde arabe plus largement. Les reportages, selon lesquels l'Arabie saoudite a attaqué l'Iran, les Émirats arabes unis ont attaqué l'Iran et l'Arabie saoudite, ainsi que le Koweït, ont attaqué des groupes ou des alliés de l'Iran en Irak, suggèrent qu'aucun dirigeant unique ni aucune stratégie cohérente ne guide la région. Chaque gouvernement semble jouer sa propre partition, qu'il s'agisse de Mohammed Ben Zayed, de Mohammed Ben Salman ou d'autres dirigeants. Oman est l'exception, moins belliqueux, plus intéressé par la paix et la diplomatie. Mais plus personne ne semble écouter Oman. Les États du Golfe tracent chacun leur propre route, et cela pourrait être désastreux pour eux à long terme. Mohammed Ben Salman pourrait vouloir se libérer de la dépendance sécuritaire envers les États-Unis si cela était faisable, mais rompre cette relation et trouver un remplacement, agir seul ou créer un modèle hybride représente un énorme défi. Les Saoudiens font autant aux États-Unis que les États-Unis leur font, donc la relation n'est pas à sens unique. Mais aucun des membres des familles royales, y compris Mohammed Ben Salman, ne semble encore prêt à mettre en œuvre dès demain matin un plan stratégique pour se libérer. Les Émirats arabes unis, on peut être un plan, mais les Émirats restent un petit État. Malgré le fait qu'ils se présentent comme une petite Sparte, ils restent un poids léger.
Il n'y a même pas d'Athènes à affronter pour eux. Leur recherche d'aide israélienne montre leur faiblesse. Surtout parce que le ministre omanais des Affaires étrangères a identifié Israël comme le vrai problème au Levant. Et il a raison. D'anciennes figures saoudiennes du renseignement et de la politique étrangère ont également accusé Israël d'avoir tenté d'entraîner le Golfe dans cette guerre. Beaucoup de pays du Golfe blâmant Israël pour la guerre. La décision des Émirats arabes unis de chercher l'aide d'Israël est probablement venue du désespoir face au volume des attaques iraniennes, mais cela demeure une mauvaise décision. Les Émirats avaient une autre option, encaisser les coups et tenir bon, même si cela pouvait être difficile pour des gens habitués depuis si longtemps au luxe. Les Émirats arabes unis sont particulièrement vulnérables parce que leur style de vie et leur modèle politico-économique dépendent de la sécurité, de la sûreté et de la prévisibilité. Ils sont beaucoup plus vulnérables que de plus grands États du Golfe comme l'Arabie saoudite. Ils sont plus petits, presque une cité-État. S'ils sont frappés, les conséquences pourraient être presque existentielles pour ce modèle. Un missile ou un drone frappant un lieu symbolique comme le Burj Khalifa serait extrêmement significatif. Un drone avait déjà été intercepté près de cette tour. Les Émirats dépendent fortement de leur image de lieu sûr et sécurisé pour les riches et les puissants. La vulnérabilité de Bahreïn devrait aussi terrifier les dirigeants du Golfe, parce que Bahreïn a presque été balayé dans ce type de scénario. Le Qatar est lui aussi extrêmement vulnérable. La structure démographique du Golfe rend le problème encore plus grave. En Iran, les expatriés représentent moins de 5% de la population. Dans le Golfe, la proportion d'expatriés qui ne sont pas citoyens et qui pourraient partir à tout moment est énorme, environ 90% aux Émirats arabes unis et au Qatar, et entre 60 et 80% dans d'autres pays. C'est pourquoi un conflit direct avec l'Iran est si dangereux pour le Golfe, et pourquoi les attaques saoudiennes et émiraties contre l'Iran ont été si choquantes. Une grande partie du reste de la population est composée de travailleurs salariés venant d'Afrique, d'Inde, du Pakistan et d'Asie plus largement. C'est un modèle fascinant mais extrêmement fragile. CNews a ensuite ajouté plus de détails à son reportage précédent. Selon CNews, Israël croit que Trump décidera s'il renouvelle ou non l'action militaire contre l'Iran après son retour de Chine. De hauts responsables des forces de défense israéliennes et du commandement central américain ont tenu des discussions au cours de la dernière semaine au sujet d'une possible reprise de l'action. Les discussions incluaient des frappes américaines ciblées contre les infrastructures de carburant et d'énergie iraniennes destinées à forcer Téhéran à revenir à la table des négociations et à obtenir des concessions sur son programme nucléaire. Israël a fait savoir à Washington qu'il est favorable à une reprise des opérations militaires contre l'Iran et estime que l'opération Rising Lion s'est terminée trop tôt. Cela place Trump dans une position brutale. Il doit décider s'il accorde davantage de valeur à la sécurité du Golfe, ou à la défaite de l'Iran, à l'obtention de concessions iraniennes, ou à la prévention d'un Iran fort. S'il redouble d'efforts contre l'Iran, il sacrifie le Golfe. S'il recule pour préserver le Golfe, les munitions, l'économie mondiale et une stabilité plus large, il laisse effectivement l'Iran plus fort que jamais. Du point de vue de son héritage et de la stratégie géopolitique, reculer ressemble à une grande défaite, même si beaucoup considèrent que c'est la moins mauvaise option. Pour le style politique de Trump, la moins mauvaise option a un défaut fatal. Elle est difficile à vendre comme une victoire spectaculaire dans un rassemblement. Si Trump décide d'attaquer de nouveau l'Iran, cela signifierait qu'il a décidé que le Golfe et l'économie mondiale sont moins importants que l'avancement des intérêts stratégiques directs des États-Unis, et peut être aussi des intérêts israéliens. Ce cadre résume les deux côtés du calcul. La direction que Trump choisira reste incertaine, mais il pourrait bien aller dans le sens demandé par Bibi Netanyahou. Netanyahou semble déterminé. Netanyahou fait face à de vrais problèmes politiques, mais il a montré à plusieurs reprises sa capacité à y survivre. Il serait imprudent de parier contre lui. Les sondages fiables montrent encore que 75 à 82% de la population juive israélienne
peut ne pas aimer Netanyahou personnellement ou se pincer le nez quand son nom est mentionné, mais demeure fortement favorable à ce qu'il fait. En fait, beaucoup souhaitent même qu'il en fasse davantage. Les développements ne sont pas bons. Les déclarations de la Chine et des États-Unis après la rencontre exigent une analyse attentive parce que le vrai sens se trouve derrière le langage public. Plus on examine la situation, plus il semble que Trump peut être arrivé à la rencontre en ayant déjà décidé de poursuivre la guerre et qu'il en ait simplement informé Xi, peut être en offrant à la Chine une concession sous forme de pétrole américain. L'autre possibilité serait que la Chine abandonne l'Iran, ce qui paraît très improbable. Ce n'est que dans ce théâtre qu'une concession peut être vendue comme un levier, avant que quelqu'un explique qui est réellement mis sous pression. Le scénario le plus plausible pourrait donc être que la guerre continue. Mais il existe une autre possibilité. La Chine pourrait avoir convaincu Trump de ne pas poursuivre la guerre tout en lui donnant une victoire politique. Xi aurait pu dire à Trump qu'il déclarait publiquement que l'Iran ne devrait pas posséder l'arme nucléaire, que le détroit d'Ormuz devrait rester ouvert et que la Chine travaillerait avec Washington sur cette question, mais que Trump devait garantir que la guerre ne continuerait pas. La Chine pourrait aussi chercher à obtenir du pétrole américain pendant que le détroit d'Ormuz est fermé et pendant que la guerre économique se poursuit. Il y a trop d'inconnus pour prétendre à la certitude. Beaucoup de gens feront semblant d'avoir les réponses, mais la réalité est que la situation demeure floue. Ce qui est clair, c'est que la combinaison du langage public de la Chine, de la planification militaire américaine, de la pression israélienne, des exigences iraniennes, de la vulnérabilité du Golfe et de la possibilité d'une accélération nucléaire iranienne a produit un moment extrêmement dangereux. Et quand les personnes les plus bruyantes dans la pièce confondent volume et stratégie, les moments dangereux ont tendance à devenir des politiques. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.